Que se passe-t-il à Genève? Tout le monde parle de Genève aujourd'hui, car non seulement les Iraniens, mais aussi les Russes vont négocier. Ils négocient avec l'équipe américaine, que l'on sait être essentiellement composée de Steve Witkoff et de Kushner, bien que Kushner ne soit pas très impliqué. C'est surtout Witkoff, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Quelle est la situation? Il y a beaucoup de controverses concernant les négociations entre la Russie et les États-Unis. Où en est-on avec ces négociations? Eh bien, techniquement et pratiquement pour tout le monde, oui, les réunions à Genève sont sur le point de commencer. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas d'annonce à la presse aujourd'hui. Elles n'auront lieu que demain. Donc il y aura une période de 2 jours sans véritable indication et sans fuite, du moins pas du côté russe, d'ici là. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer, et ce que je sais que certains de nos auditeurs ont du mal à accepter, c'est l'énorme risque que le président Poutine prend actuellement en divisant ces négociations en ce qu'il appelle l'équipe de coopération économique. C'est essentiellement Kirill Dmitriev. Il s'agit d'un plan en plusieurs points visant à donner aux États-Unis pratiquement tout ce qu'ils recherchent en échange de la possibilité pour les compagnies pétrolières et gazières russes de revenir et de voir leurs soi-disant pertes compensées. Nous pouvons passer en revue les termes, et je les ai publiés. Ils ne sont pas seulement parus dans Bloomberg la semaine dernière. Je les publie depuis plus d'1 an maintenant. Bloomberg a simplement obtenu une partie d'un compte-rendu de conversation que la partie russe ne nie pas être authentique. Il reflète la tentative de Dmitriev d'apaiser les États-Unis et de placer toute sa confiance en Trump pour tenir les promesses que lui et sa famille ont été soudoyés pour accepter et que lui et son administration ont été convaincus d'accepter comme une nouvelle forme de coopération économique avec la Russie, y compris la redollarisation. Cela signifie le renversement de pratiquement tous les grands engagements pris envers les BRICS, envers l'Inde, la Chine, et ainsi de suite. C'est la partie économique. Maintenant, il y a eu une certaine controverse dans la presse russe à propos de la présence ou non de Kirill Dmitriev dans la délégation à Genève aujourd'hui. À la fin de la semaine dernière, il avait été rapporté qu'il y serait puis qu'il n'y serait pas. Il a maintenant été précisé qu'il est bien à Genève et qu'il rencontre Witkoff, Kushner et Grunbaum, mais qu'il ne participe pas aux négociations sur le règlement de la guerre en Ukraine. En somme, ce qui s'est produit, c'est un ensemble de négociations scindées en 2. En laissant de côté le groupe Dmitriev, il y a la principale délégation russe sur la guerre en Ukraine, composée principalement de militaires et dirigée par Igor Kostikov, l'amiral responsable de l'état-major du renseignement militaire russe. Et il était accompagné à Abu Dhabi par 2 généraux, le général Zorin et le général Forman. On ne sait pas si les généraux Zorin et Forman se trouvent à Genève, mais la délégation russe compte plus de 20 membres. Le chef de la délégation est Vladimir Medinsky. Medinsky est un assistant du Kremlin de rang subalterne. Pourquoi envoyer un assistant de rang inférieur pour diriger après avoir remplacé un haut officier du renseignement militaire en Russie? La réponse est que Medinsky reçoit directement ses instructions du président, et ces instructions ont été vivement niées, discutées, débattues et contestées à Moscou. Et nous en voyons les preuves. Je sais que certains membres de notre public ne veulent pas accepter les preuves de cela. Ils ne veulent même pas admettre que la Russie est une forme de démocratie, dans laquelle l'armée peut être en désaccord avec le commandant en chef, dans laquelle le ministre des Affaires étrangères peut être en désaccord avec le président du pays, et ainsi de suite.
Mais il ne fait aucun doute que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a exprimé un ensemble sérieux de désaccords avec les conditions que le président Poutine semble avoir proposées dans le cadre du plan Dmitriev, sur le plan économique. Pourquoi? Parce que Lavrov a déclaré et que son vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a répété au début de cette semaine qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains. Elles se sont en réalité intensifiées depuis le sommet d'Anchorage, en Alaska. Désormais, la manière dont ce débat est mené à Moscou passe par des mots codés. Ces mots codés sont formules d'Anchorage ou accords d'Anchorage. Chacune des factions à Moscou affirme et croit que des accords différents ont été conclus entre Poutine et Trump lors de leur sommet à Anchorage en août dernier. Ainsi, chaque camp déclare que oui, les accords d'Anchorage, la formule d'Anchorage, en sont la base. Mais chacun entend des choses différentes concernant les modalités militaires du règlement, la sécurité à long terme de la Russie après le cessez-le-feu, l'avenir à long terme de l'Ukraine en tant qu'État et en tant qu'armée, ainsi que les formes de mise en œuvre de la sécurité afin que la guerre ne reprenne pas à partir de ce qu'il restera du régime ukrainien. Ce sont tous des termes qui restent flous, d'accord? Et la manière dont ce débat est mené avec des mots codés est claire. Soit les accords d'Anchorage ont été violés par Trump lui-même, mais pas par la Russie, soit il s'agit du plan Dmitriev. Le plan Dmitriev est l'autre mot de code représentant la manœuvre à court terme du président Poutine. Certains banquiers que je connais m'ont dit qu'ils pensent que Poutine fait un pari à court terme, que s'il parvient à ramener les Américains en Russie, à redollariser, à sauver les exportations russes de pétrole et de gaz, il pourra réduire l'inflation, donner l'apparence d'un bonus d'investissement et relancer l'économie russe du négatif au positif. Et les autres preuves de la gravité de la situation intérieure ne viennent pas de podcasteurs américains qui se promènent à Moscou en disant à quel point tout leur semble formidable. Jetez simplement un œil à l'analyse de la Banque centrale de Russie, son scénario de base, son scénario de risque, sa projection des taux de croissance, qu'ils soient positifs ou négatifs. Au mieux, la Banque centrale de Russie affirme, et elle aussi se promène dans Moscou, et elle aussi achète dans des boutiques coûteuses, que le meilleur taux de croissance cette année pourrait se situer entre 1% et 2%. Mais le risque est de moins 5% à moins 7%. Les risques sont clairement exposés par Elvira Nabiullina. Sur le papier et dans ses discours, c'est très clair. Ils estiment qu'un accord à court terme avec les Américains peut sauver l'économie russe cette année, alors qu'elle entre, pour ainsi dire, dans sa crise à moyen terme. Ce sont les élections législatives qui auront lieu le 20 septembre. Donc, pour résumer, que se passe-t-il à Genève? Ce qui se passe, c'est une bifurcation de l'équipe de négociation russe. Deuxièmement, un ensemble d'instructions différentes pour Dmitriev, opposées à celles qui ont été données au ministère des Affaires étrangères et aux négociateurs de l'état-major général. Et nous avons le président qui parie qu'il peut d'une manière ou d'une autre parvenir à des accommodements reposant sur un niveau de confiance auquel aucun responsable du gouvernement russe, à l'exception d'Elvira Nabiullina et de Kirill Dmitriev, ne croit. Voilà où nous en sommes. C'est donc très risqué. C'est un pari. On peut soutenir que c'est raisonnable, mais cela reste un pari, un enjeu. Et sur quoi porte ce pari? Sur la confiance en Trump. Et qui fait confiance à Trump de nos jours? John, tu as mentionné qu'au sein de l'administration Poutine, il existe certaines divergences, ce qui me semble normal. Mais penses-tu que Kirill Dmitriev, chaque fois qu'il parle avec la partie américaine, soit également en contact avec le ministre russe des Affaires étrangères?
Non, non. Je veux dire, c'est très clair. Et cela l'est depuis la toute première réunion des nouveaux négociateurs de l'administration Trump à Riyad, en Arabie Saoudite, en février de l'année dernière. Il est très clair qu'il existe une hostilité immense, une hostilité personnelle et un fossé politique entre Sergueï Lavrov et Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev représente les oligarques, le grand patronat, et depuis ce moment-là, il s'est mis en avant. Il a un compte Twitter, il fait des fuites vers la presse occidentale. Il faut garder à l'esprit que Kirill Dmitriev a fait ses études dans un lycée américain et dans des universités américaines. Il a fait ses études jusqu'au niveau universitaire aux États-Unis. Il pense connaître les États-Unis mieux que les autres Russes. Il fait également confiance à Witkoff, Grunberg et Kushner, ainsi qu'au secrétaire au Trésor Scott Bessent, et il les a rencontrés à Miami le week-end du 31 janvier. C'est à ce moment-là que le compte-rendu de la conversation a été transmis à Bloomberg, soit par la partie américaine pour semer le trouble du côté russe, soit par la partie russe pour nuire à Dmitriev, soit comme un résumé de ce que les responsables savaient avoir été dit. C'est là que Dmitriev a élaboré ce plan, mais ce plan est déjà en cours. J'ai d'abord rendu compte des conditions, par exemple des concessions dans le secteur de l'aviation, notamment à Boeing du côté russe, dans un article intitulé « Le pique-nique de l'oligarque » que nous avons publié en janvier de l'année dernière. Dmitriev a des ambitions politiques, il a des ambitions économiques en Russie, et il estime avoir remplacé Alexei Koudrin, l'ancien ministre des Finances et ancien vice-premier ministre, en tant que principal conseiller économique étranger du président Poutine. Il est aligné avec Elvira Nabiullina comme principale conseillère économique intérieure, aux côtés de M. Siluanov, le ministre des Finances. Ces personnes négocient avec leurs homologues depuis plus d'1 an maintenant. Je suis désolé, ai-je répondu à votre question? Oui. Il y a 2 volets. Oui. John, en ce qui concerne le territoire ukrainien, nous savons que le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré, enfin, je pense que c'est évident d'après ses récentes interviews, que la Novorossia fera partie de la Russie. Partagez-vous ce point de vue? Il semble qu'il parle de la zone allant d'Odessa jusqu'à Kharkiv. C'est toute la Novorossia, et cela fera partie de la Russie. Et certaines personnes en Russie évoquent même Kiev, affirmant que tout fera partie de la Russie s'ils cherchent à rétablir le concept entier de Novorossia. Qu'est-ce que la Novorossia dans l'esprit de l'administration officielle? Eh bien, comment répondre? Parce que la moitié de ce que vous avez dit, je pense, est exact. L'autre moitié est spéculative. Je ne dis pas que ces spéculations sont erronées. Elles sont toutes raisonnables, des ambitions raisonnables du côté russe, compte tenu de la menace que représente l'ensemble de l'Ukraine en tant que champ de bataille, une tête de pont pour la guerre sans fin contre la Russie qui a commencé, disons, en 1917 et s'est intensifiée après 1945, et ainsi de suite. Nous en sommes là aujourd'hui. Passons simplement aux éléments, et précisons aussi que les responsables engagés dans des négociations directes du côté russe n'ont pas discuté de détails particuliers. Ce que l'on peut constater, c'est un consensus apparent du côté russe et américain, mais pas clairement du côté européen ni du régime de Zelensky, quant à la disposition à accepter moins que l'ensemble de la Novorossia, en excluant Odessa, en excluant Dnipropetrovsk, en excluant Kharkov. Autrement dit, le camp russe semble prêt à accepter les territoires que l'armée russe a conquis au prix d'un lourd tribut en vies humaines, mais sans se retirer des positions actuelles et sans accepter les divers plans proposés par Zelensky visant à transformer les parties de Kherson et de Zaporojie qui ne sont pas encore militairement conquises et occupées par la Russie
en une sorte de zone de libre-échange ou autre absurdité du même genre. Ainsi, l'une des concessions territoriales apparentes concernerait l'ensemble du Donbass, c'est-à-dire Luhansk et Donetsk, ainsi que presque toute la région de Zaporizhia et de Kherson, mais ni Odessa, ni Kharkiv, ni les territoires au sud et à l'ouest, ni ceux au nord. C'est un compromis apparent, et je ne parierai pas sur la manière dont cela se terminera pour le moment. Deuxièmement, il y a le problème de la zone démilitarisée. En allant vers l'ouest, quelle serait la profondeur de la zone de sécurité dans laquelle aucun drone, missile, artillerie à longue portée ou autre forme d'attaque potentielle contre la Russie ne pourrait être déployée? Nous savons que les Ukrainiens peuvent désormais faire voler des drones à longue portée depuis des zones relativement profondes de l'ouest de l'Ukraine. Permettez-moi de dire que je ne crois pas aucun Russe ne souhaite occuper Kiev. Aucun Russe ne veut avoir à gérer la tâche de contrôler l'Ukraine occidentale nazifiée, à l'ouest de Kiev jusqu'à la frontière polonaise. Les Allemands ont occupé cette région, et elle reste non seulement non orthodoxe et hostile à l'orthodoxie. Ce sont des catholiques. Ils ont été des sympathisants et des collaborateurs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils représenteraient une forme constante de résistance terroriste, coûteuse en vies russes. Personne en Russie ne souhaite occuper et administrer cette zone. Le problème, du point de vue russe, est de savoir quelle taille d'armée les Ukrainiens seront autorisés à avoir, quel type d'équipement militaire armera cette armée, et s'il y aura une quelconque forme de partage de renseignements ou de système d'approvisionnement militaire étranger, européen, de l'OTAN ou américain, soutenant cette armée résiduelle. Et bien que nous ayons vu beaucoup de chiffres différents, il n'y a, à mon avis, aucun intérêt à parler de nombres allant de 800 000 à 500 000 à 80 000. Ces chiffres sont apparus dans des journaux, ils ont fait l'objet de fuites. Le principe est différent. Le principe, c'est de savoir comment la partie russe garantit que sa sécurité sera protégée face à ce qui viendra ensuite. Du côté ukrainien, ils veulent une sécurité maximale, les garanties de sécurité, comme ils les appellent, contre une attaque russe. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est maintenir leur position de plateforme de combat contre la Russie, armée par les Européens, bénéficiant de renseignements, d'informations et du soutien des États-Unis et de l'OTAN. Les deux parties sont donc très éloignées sur ce point. Maintenant, la partie russe, selon mes sources, est confiante. On leur a dit, de la part de l'administration Trump, nous ne souhaitons pas continuer à soutenir, appelons-le, le régime de Kiev par le partage de renseignements. Si les Européens veulent le faire, très bien. Si les Européens veulent que nous les soutenions, c'est possible. Mais dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. Des sources russes me disent que c'est ce que l'administration Trump leur dit. Ils pensent que c'est le cas. Que ce soit vrai ou non, nous allons le découvrir. Et c'est différent, très différent, des termes principaux, des racines du conflit. La formule, le slogan, le mot de code que le ministère des Affaires étrangères utilise pour désigner le résultat, les racines du conflit doivent être résolues, exigent non seulement le retour du Donbass, mais aussi la sécurité des 4 régions et un règlement concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia, de manière à ce qu'elle puisse fournir autant à la partie russe qu'à la partie ukrainienne. La profondeur de la zone démilitarisée, la DMZ, la méthode de surveillance par drone, la supervision internationale, et ainsi de suite. Non seulement la profondeur, mais aussi, une fois arrivé à Kiev, quel régime, avec quel type de mandat électoral, reviendrait au pouvoir, et quels seraient ses engagements pour rétablir la langue russe, l'Église russe et une forme de pouvoir non raciste, non nazi ou fasciste.
Cette idéologie a prévalu, et il reste ensuite la question de ce qui existe entre Kiev et la frontière polonaise, qui pourrait impliquer l'OTAN, les États-Unis et d'autres forces. Ces questions sont les causes profondes du conflit qu'il faut résoudre. Et je ne vois pas ces problèmes se régler à Genève. I don't see them being solved in Geneva.